pas tout seul. Je suis accompagné par, Claire Darrigade et je vais essayer d'être le plus rapide possible parce que c'est elle qui a les choses, les plus intéressantes à vous raconter. Alors, c'est quoi Kantar Public? Kantar Public, c'est la division publique du groupe Kantar, sachant que, et je ne vais pas être long là-dessus, mais il faut tout de suite que je vous dise que, on ne fait plus partie du groupe Kantar depuis le 1er octobre. On est maintenant, ce que les Anglais, puisque notre direction, se trouve à Londres, appellent une stand-alone company. C'est-à-dire que, on a été, racheté. Bon, avant, enfin, le groupe Kantar, est la possession, de Bain Capital et Bain Capital a cédé à un autre fonds de pension qui s'appelle Trilantic Europe, Kantar Public. Donc, l'ensemble de la division publique, c'est-à-dire à peu près 700 collaborateurs au niveau mondial. Donc, nous, Kantar Public, notre mission, notre vocation, c'est uniquement de travailler pour le secteur public. Et puis, vous voyez ici la baseline, la vocation de Kantar Public, c'est comprendre les citoyens et améliorer l'action publique. Alors, là aussi, j'ai essayé de limiter au maximum la présentation très institutionnelle de ce qu'on fait, mais cette slide, elle était importante parce qu'elle présente les 4 piliers, les 4 expertises de Kantar Public. Et chez nous, au niveau français, on a 3 départements qui couvrent ces 4 piliers. Donc, le premier, c'est statistiques et grandes enquêtes, c'est le mien. On va passer un petit peu de temps là-dessus et je vais vous expliquer ce que c'est que les grandes enquêtes. Le deuxième, c'est un département qui est presque tout neuf parce que ça fait 1 an qu'il existe chez nous en France. C'est celui de l'évaluation des politiques publiques. Pour l'instant, elles sont 2. Elles vont bientôt être 3 parce qu'il y a un consultant senior qui est en cours de recrutement. Donc ça, c'est aussi assez passionnant de contribuer à la construction d'une nouvelle activité au sein d'une structure. Et puis le troisième département qui, chez nous, est le plus gros encore aujourd'hui, qui va grouper les études qui portent sur les changements de comportement, la communication publique, le conseil politique et l'opinion. Et c'est un département qui s'appelle EPO, Enjeux publics et opinion. Alors, je vais commencer, voilà, je vais juste préciser qu'on est présent dans 29 pays. Ce que j'ai surligné en gras, ce que j'ai mis en gras, c'est la zone à laquelle on appartient, nous, en France. Elle s'appelle Continental Europe. Et en fait, la capitale pour nous de la Continental Europe, c'est Bruxelles, parce que c'est Bruxelles qui est le bureau le plus important, à la fois en nombre de collaborateurs. Ils sont 2 fois plus gros que nous, ils sont une soixantaine, et aussi en chiffre d'affaires, parce que leur activité est extrêmement drivée par tout le travail qui est effectué pour le Parlement européen, la Commission européenne, l'ensemble des institutions européennes, en particulier cette enquête qui, semble-t-il, en tout cas on aime le croire, est la plus importante au monde, qui s'appelle l'Eurobaromètre. Euh, alors voilà, Philippe confirme, c'est la plus grande au monde. Donc nous, en France, on est un petit peu plus petit, on est une trentaine, on va déménager bientôt, on va malheureusement quitter les rives du périphérique pour aller à côté du Jardin du Luxembourg, au métro Saint-Placide. Bon, voilà, il faut se faire une raison. Et on va déménager début mars. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais commencer par ce département qui s'appelle Enjeux publics et opinion. Et à chaque fois, j'ai 2 exemples. Vous allez voir, celui-là, c'est un exemple, c'est l'exemple le plus visible dans les médias, hein. C'est par exemple la mesure des intentions de vote. Alors, souvenez-vous, pareil, c'était il y a très longtemps, hein, c'était en 2022, il y a eu une élection présidentielle. Et on a mesuré donc l'évolution de l'intention de vote pour, à l'occasion de cette élection. Moi, j'avoue que j'avais un petit peu oublié tout ça, hein. J'avais oublié qu'il y avait un Éric Zemmour, par exemple, qui à un moment donné était à 16%. Puis, là, déjà, en avril, il est plus qu'à 11%. Je crois qu'il a continué à baisser un petit peu après. Ça, c'est la partie la plus visible. Après, la partie la plus importante et la moins visible, en tout cas du grand public, c'est ce qui est fait pour l'ensemble des autres clients. Et là, je vous ai mis simplement parmi la multitude de clients du département EPO,
deux clients emblématiques qui sont Santé publique France et le SIG. Donc, pour Santé publique France, Kantar Public est titulaire du marché des enquêtes qualitatives. Donc, ça veut dire que toutes les enquêtes quali de Santé publique France passent par nous. Et des enquêtes quali, il y en a énormément. Alors là, en ce moment, il y a l'évaluation, il me semble, du mois sans tabac, il y a Tabac Info Service, il y a la consommation d'alcool, il y a la santé sexuelle, il y a Manger Bouger. En fait, toutes ces campagnes de Santé publique France font l'objet d'enquêtes qualitatives et c'est au sein de EPO que ces enquêtes sont faites. Et puis après, il y a une autre partie qui est beaucoup plus, alors qui est, elle, totalement confidentielle, donc je ne peux pas dire plus précisément les études qui sont en cours, mais là aussi, c'est un marché que depuis plusieurs années à Kantar Public avec le SIG, le service d'information du gouvernement. Donc ce deuxième pilier, cette deuxième expertise qui est celle de l'évaluation de la politique publique, qui est en cours de lancement chez nous, je l'ai dit tout à l'heure. Là, ici, vous avez le cycle de la mesure de l'évaluation de l'action publique avec tout en haut, on va définir un besoin, un problème, des enjeux qui vont être traduits en objectifs. Ensuite, à ces objectifs, on va allouer des ressources, des moyens, on va lancer une réalisation et puis ensuite, il va y avoir des conséquences, des impacts, des effets, des résultats. Et puis, l'évaluation de la politique publique, c'est la flèche verte qui est au centre de la slide. C'est dans quelle mesure il y a un écart ou il n'y a pas d'écart, où ça fonctionne bien entre les objectifs qui sont à gauche et les conséquences qui sont à droite. Donc là, l'exemple qu'on peut citer, qui est une étude en cours dans ce département, c'est l'évaluation du contrat de ville de la métropole européenne de Lille. Donc là, on est dans la politique de la ville. La politique de la ville, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Là, actuellement, on a ce qu'on appelle des QPV, des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y en a environ 700, je crois, en France. Il y en a beaucoup dans la région Nord. Donc là, ici, on a 5 donneurs d'ordre, 5 clients qui se sont groupés pour demander une évaluation. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est dans quelle mesure les crédits spécifiques de la politique de la ville ont réussi à réduire les inégalités sur les territoires en QPV. Question très large. Moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse pour l'instant. En tout cas, il me semble que cette enquête est en cours de réalisation. Voilà. Là, j'ai parlé de EPO, j'ai parlé de évaluation. Juste un mot sur les grandes enquêtes avant que je passe la parole à Claire. Les grandes enquêtes, c'est en fait les grandes enquêtes, c'est une dénomination qui est assez impropre en français, qui est beaucoup plus précise en anglais. Nos collègues anglais appellent ça evidence. Et evidence, pour moi, c'est beaucoup plus parlant parce que notre travail, en fait, consiste à collecter des données probantes par rapport aux thématiques qui nous sont proposées. Et là, ici, le premier exemple dont je vais me charger, c'est celui de Voice of Ukraine. C'est une enquête qui nous occupe beaucoup depuis quelques mois. Voice of Ukraine, c'est une initiative de Kantar Public qui a été lancée depuis le mois de mai dernier, donc 3 mois à peu près après le début de l'agression russe en Ukraine. Et en fait, c'est la constitution d'un panel de personnes déplacées d'Ukraine. Actuellement, il y en a 8 millions qui sont répartis dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, qui ont obtenu la protection temporaire. Et en fait, j'allais dire, il y a un besoin criant d'avoir des statistiques sur ces questions-là, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a d'un côté des données qui sont extrêmement macro, qui sont des comptages de déplacements de population qui sont faits par le Haut Commissariat aux réfugiés. De l'autre côté, à l'autre extrémité, on a un travail de terrain qui est fait par les médias, qui est fait par les associations locales, mais qui va s'intéresser à des trajectoires individuelles. Et entre les deux, il n'y avait rien. Donc, nous, on essaye de combler ce manque et à travers ce panel qu'on a constitué, on interroge à intervalles réguliers, une fois tous les 2 mois, nos 5000 panélistes qui sont, je l'ai dit, répartis sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc, on a à la fois
une approche quantitative avec des questionnaires qui sont auto-administrés sur Internet, et une approche qualitative, et là c'est l'exemple que je montre sur cette slide, où avec un outil, une plateforme du marché qui existe, on va demander à nos panélistes, on va leur poser des questions ouvertes. Là, ici, vous avez 2 exemples de verbatim, et on va également leur demander de réagir en nous envoyant des photos et des vidéos. Et là, la photo de cette personne, c'est l'une de nos panélistes, et c'est elle qui nous a envoyé sa photo. Donc, c'est réellement passionnant de pouvoir travailler, d'avoir l'occasion de travailler sur un sujet pareil, et d'avoir à documenter l'évolution d'une population qui est composée de personnes ordinaires qui sont placées dans des situations extraordinaires, comme le montre ce verbatim. Enfin, et puis ça nous ramène à notre propre condition. Si on était placé dans cette situation, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, peut-être que nous aussi, on quitterait tout en 30 minutes. Un exemple d'articulation entre le quanti et le quali, c'est sur cette slide. Lors de la 2e vague de notre enquête Voice of Ukraine, on s'aperçoit que 68% des personnes interrogées sont satisfaites à l'égard de l'Union européenne. Or, nous, on a l'impression, quand on regarde les choses d'un petit peu loin et un petit peu froidement, on a l'impression qu'elles ont été extrêmement bien accueillies avec un espèce de luxe que n'ont pas eu d'autres diasporas. Par exemple, les Afghans, les Syriens n'ont pas bénéficié de la protection temporaire. Alors, je rappelle que la protection temporaire, c'est la possibilité de circulation dans l'espace Schengen, c'est l'accès à l'éducation, l'accès au système de soins, et ce sont des aides financières. Et des aides également pour apprendre la langue des pays d'accueil. Donc, on pourrait penser on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait 90%, 95% de personnes qui sont satisfaites. Ben non, il n'y en a que 68%. Alors, pourquoi? Ben là aussi, avec cette phase quali, on arrive à avoir des éléments d'explication, et ces éléments d'explication, en tout cas un certain nombre d'exemples, c'est ce que j'ai mis sur la droite de la slide, ce sont les verbatims qu'on a recueillis dans notre phase qualitative. Yves, faites attention au temps. Eh ben justement, j'ai fini. Ah. Alors, merci Philippe de me rappeler à l'ordre. Et maintenant, je laisse la parole à Claire. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer d'être rapide. Moi, je vais vous présenter un exemple plus concret d'un projet qu'on est en train de réaliser en ce moment. Donc, c'est un projet qu'on fait pour le ministère de la Justice qui va essayer d'évaluer la santé globale des jeunes qui sont suivis par la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse. Pourquoi? Parce que ces jeunes, ils ont pas mal de facteurs de risque en termes de santé, ils ont souvent des problèmes d'addiction, ils ont été exposés à pas mal de violences, pas mal de choses de ce type. Et en fait, la dernière enquête qui a été faite sur ce sujet, elle a eu lieu il y a 20 ans. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de données auprès de cette population. Donc, l'objectif de l'enquête, c'est de mettre à jour un peu les données sur ces jeunes. Il y a aussi des nouvelles thématiques qui sont apportées, tout ce qui est réseaux sociaux, cyberharcèlement, etc. Et ensuite, l'objectif, c'est d'améliorer les politiques publiques et donc le suivi de ces jeunes. Est-ce que tu me passes la slide? Nickel. Donc, sur un projet, concrètement, on a plusieurs étapes. Il y a une grande phase qui est du travail sur le questionnaire. Donc, les clients nous donnent un questionnaire, un questionnaire sous format Word. Donc là, par exemple, le questionnaire dure 45 minutes, donc c'est assez long. Il faut relire toutes les questions, voir si les formulations sont correctes, est-ce que les jeunes vont comprendre les questions qu'on pose. Il faut regarder les filtres, scripter le questionnaire et ensuite faire des tests pour qu'il n'y ait pas de soucis. Il y a toute une partie qui est le travail sur le fichier. Donc, nos clients nous fournissent un fichier qui est l'extraction de tous les centres de la PJJ. Et nous, on va faire un tirage aléatoire de 68 unités, il me semble qu'on va enquêter, selon certains critères, donc le type de structure, le nombre de jeunes qui sont suivis dans la structure, etc. On a été visiter 2 unités. Donc, le but était de rencontrer le personnel, donc les éducateurs spécialisés, les psychologues, etc., de leur présenter l'enquête et de voir comment ils réagissent pour que nous, on essaie de s'adapter au mieux pour que alors c'est une enquête en face à face, j'ai oublié de préciser, pour que quand les enquêteurs face à face vont se rendre dans les structures,
que ça se passe bien en fait. Donc ensuite, on a une partie formation enquêteur. Donc là, on regroupe tout le monde dans nos locaux, les enquêteurs. Donc on a 30 enquêteurs sur ce projet, nos clients et les responsables de terrain, etc. Et on passe une journée à présenter l'enquête, les objectifs, pourquoi on fait cette enquête. Le protocole, c'est concrètement qu'est-ce que les enquêteurs vont avoir à faire dans les unités, comment ils doivent se positionner par rapport aux jeunes, par exemple, tout ce genre de choses. Et aussi, on déroule le questionnaire. Donc, en faisant un peu des jeux de rôle, il y a un enquêteur qui fait le rôle de l'enquêteur, un enquêteur qui joue le rôle de l'enquêté, et on défile tout le questionnaire. Ça leur permet de poser plein de questions sur des termes qu'ils ne pourraient pas comprendre ou des questions qui sont en bas, qui ne savent pas comment poser parce qu'elles sont très personnelles, très sensibles, ce genre de choses. Et on leur distribue du matériel. Ils ont souvent des documents, par exemple des numéros à laisser aux jeunes, des numéros d'association ou ce genre de choses. Nous, pendant toute la durée du projet, donc le terrain va durer 6 mois, l'objectif, c'est de faire 2500 questionnaires. On aura des points hebdomadaires avec nos clients pour leur dire, là, on en est à, 5% de l'objectif, on a réalisé tant de questionnaires, dans cette structure, ça avance pas très bien, il y a eu des problèmes, il y a un jeune qui a fugué, donc c'est un peu le bazar dans l'unité, donc l'enquêteur va arrêter d'aller dans cette structure et on reprendra, etc. Et donc, le but, c'est de tenir informé le client de comment ça se passe, comment ça avance, voir par exemple s'il faut parfois repousser la date de fin du terrain pour réussir à atteindre l'objectif, etc. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'on livre à nos clients? Donc, on livre une base de données qui est souvent en format SPSS, Excel, assez classique, SAS. Et c'est vraiment les données des questionnaires. Nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il faut qu'on dit cleaner la base, donc il faut qu'on vérifie que chaque variable a le bon nom demandé par le client, que les codes des réponses correspondent aussi à ce que les clients ont demandé. Parfois, il faut reconstruire des variables, ce genre de choses. Et on rédige aussi un bilan méthodologique. Donc, ce que j'ai appelé sur les métadonnées. Les métadonnées, ce ne sont pas les réponses au questionnaire, mais c'est toutes les données qui ont été récoltées pendant la phase de terrain. Par exemple, combien de fois les enquêteurs ont été dans tel centre, etc. Et le but, c'est d'évaluer, par exemple, le taux de retour. Là, je me disais, pour ce cas-là, peut-être que ça serait intéressant de voir si le sexe de l'enquêteur a un impact sur le fait que les jeunes répondent ou pas au questionnaire, par exemple. Et aussi, on fait toute une partie recommandation sur si jamais vous faites une prochaine enquête, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'il faudrait développer, qu'est-ce qui a été compliqué, etc. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais globalement, c'est ce qu'on fait concrètement quand on est chargé d'études ou bien même moi, chef de groupe, sur un projet. C'est les tâches qu'on a à faire sur un projet. Et là, ça dure, un projet comme ça dure à peu près 1 an, on va dire. Donc, c'est des projets à long terme quand même. Merci. Alors là, on est sur une autre réalité, hein, très, très, très différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Effectivement, des grandes enquêtes, hein, c'est ça. Eh Donc, oui. si je comprends bien, vous collectez les données, mais c'est le client qui les traite. Exactement. Nous, en fait, on collecte les données, on crée des bases de données pour des chercheurs. Souvent, nos clients, c'est des gens hyper spécialisés dans leur domaine. Et donc, ça serait un peu contre-productif de nous faire les traitements statistiques quand on n'est pas du tout quand on n'excelle pas dans le sujet. Nos clients, c'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Et c'est eux, on leur laisse faire les traitements. Et ce qu'on essaie de faire après, c'est de faire parfois des publications ensemble ou de parler à des colloques ensemble, présenter des résultats, etc. Conjointement, en fait. Oui, alors, l'universitaire qui vous parle trouverait ça frustrant de s'arrêter à la collecte des données et de ne pas Tout à fait. pouvoir. C'est pour ça qu'il faut quand même le préciser, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. On n'imagine pas forcément que ce soit possible, quoi. Mais c'est vraiment nos clients qui détiennent les données. Et nous, voilà, on n'analyse pas les données, mais on analyse beaucoup d'autres données. Ouais. Des données terrain, c'est un peu dur de donner des exemples comme ça, mais il y a des choses très, très intéressantes à fouiller qui permettent après d'améliorer, par exemple, les protocoles des prochaines enquêtes. Alors, excusez-moi, j'occupe le terrain, hein, tant pis. Vous êtes là, chef de groupe.
Claire, vous êtes chef Oui, de groupe. Alors, c'est l'occasion de faire peut-être un tout petit encadré Ouais. sur les grades dans ouais, cette étude, parce que c'est un peu standard, hein, en fait. Ce qu'il y a chez vous, on le retrouve oui, ailleurs, quoi. tout à Vous fait. pouvez expliquer comment c'est structuré tout ça? En gros, on a les chargés d'études, donc chargés d'études juniors et seniors, qui font à peu près les mêmes tâches, mais seniors, on commence à déléguer des tâches à des stagiaires, ce genre de choses, parfois être référent, on va dire, d'un stagiaire. Ensuite, moi, je suis chef de groupe, donc c'est le niveau juste au-dessus, où j'ai été promue là cette année, donc je suis capable de vraiment vous exposer les changements. Donc pour moi, la différence, c'est que je délègue beaucoup plus de choses et que du coup, je suis plus en gestion de projet, quoi. Essayer d'organiser la répartition du travail entre les différentes personnes, faire reporter aussi à la personne au-dessus de moi. Évidemment, la relation client, mais chez nous, la relation client, en fait, dès qu'on est chargé d'études, on est en relation avec les clients. Dans nos projets, en fait, comme c'est des projets qui sont assez longs, on passe beaucoup de temps avec nos clients et tout le monde est impliqué dans la relation client, donc ce qui est quand même très chouette. Et peut-être regarder aussi un peu plus tout ce qui est les finances, ce genre de choses. Finance, ça veut Oui. dire est-ce qu'on respecte le budget temps pour lequel on Exactement. est payé? Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a une dimension managériale, c'est-à-dire qu'à partir de chef de groupe, et c'est le cas Oui, de Claire, elle encadre directement des chargés d'études. D'accord. oui. Et au-dessus? Et alors, au-dessus, il y a directeur d'études. Ouais. Donc, le directeur d'études fait beaucoup moins de prod et beaucoup plus à un niveau au-dessus. En gros, plus on monte, plus on arrête de, plus on En fait, délègue, c'est plus on ça. délègue. Et plus on a la tête dans aussi tout ce qui est stratégie de l'entreprise, répondre. Ah oui, quand même, une partie hyper importante, c'est répondre aux appels d'offres. Donc, nous, on travaille avec le secteur public, donc on répond à des appels d'offres. Là, on vient de finir quelque chose avec Yves, donc c'est quand même très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps et c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, à mon niveau, on peut faire un peu des deux. Et ensuite, DE, donc beaucoup plus de commercial. Et il y a les directeurs de clientèle. Là, Yves, je te passe la parole parce que je ne sais pas, je ne saurais pas dire la différence. Ouais, à partir de directeur de clientèle, il y a beaucoup moins, encore moins de production d'encadrement d'études et beaucoup plus de commercial. Voilà. Et au-dessus de directeur de clientèle, c'est moi, c'est-à-dire on travaille quasiment plus, hein. Ils ont un gros salaire en plus. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Ah On est ouais, payé c'est très normal. cher à pas faire grand-chose. Mais c'est normal. Bah oui. Je vois qu'il y a une Vous avez gagné. question. Il y a une Ouais, question. il y a une question qui est est-ce qu'on est amené à faire des enquêtes à l'étranger? Ouais. Alors, par exemple, ce que présentait Yves, Voice of Ukraine, c'est une enquête qui est réalisée dans différents pays. Sauf que c'est une enquête online, donc il n'y a pas. Si la question c'est est-ce qu'on se déplace nous physiquement dans d'autres pays pour cette enquête, non. Mais en tout cas, on fait des enquêtes qui sont réalisées sur plusieurs pays. Et par contre, on fait des déplacements dans d'autres bureaux de Kantar Public parfois. Donc là, par exemple, on a des échanges entre les chargés d'études de différents pays. Donc là, on a des chargés d'études qui vont aller à Amsterdam et dans un mois, des chargés d'études qui iront à Madrid. Mais sinon, on fait quand même beaucoup d'enquêtes en France, plutôt. En fait, parce qu'on fait beaucoup de face-à-face. Donc, pour le face-à-face, on est quand même plutôt sur des enquêtes réalisées en France. Et Et dans les dom-toms parfois, ouais. Et des petits bonus. pour compléter ce que tu disais sur Voice of Ukraine, c'est ce qui est aussi intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on travaille avec des collègues dans d'autres pays. C'est-à-dire que l'équipe projet Voice of Ukraine, c'est une collaboration entre Bruxelles, Berlin, Varsovie et Paris. Voilà. Donc, grâce à Teams, on peut faire des réunions avec nos collègues dans les autres pays très facilement. Moi, je n'ai jamais autant parlé anglais que depuis que je suis chez Kantar Public. Ouais. À l'époque où j'étais chez Ipsos, hein, je ne parlais que français. Là, maintenant, j'ai dû m'y mettre et j'arrive à comprendre les autres à peu près. Voilà. Ce qui souligne au passage que dans ce métier, il faut pouvoir travailler en anglais, quoi.
Voilà. Ouais, et qu'on apprend à tous les âges. Voilà, absolument. Je compatis. Bon, j'ai le mauvais rôle, hein, je suis le gardien du temps, on a 10 minutes de retard, donc il faut conclure. Je vous remercie chaleureusement, Yves, Claire. C'est un plaisir, Claire, de voir cette progression et cette aisance que vous avez pris. Vous étiez déjà à l'aise, hein, on va dire, hein. Et donc, bravo, bravo. Merci beaucoup et ce n'est qu'un au revoir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.